Nous sommes donc avec François Bleuman-Roder, responsable de la communication de l'Institut pour la justice, Mathilda, que vous connaissez, porte-parole de Némésis, Claire Géronimi nous rejoindra, elle est la fondatrice du podcast Éclat de femmes, vice-présidente du parti UDR et donc malheureusement victime du violeur dont nous allons parler. Et nous sommes également avec Adèle Rosner qui a couvert pour la radio le procès qui s'est déroulé en fin de semaine dernière. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Bonjour les notes. En cœur. Donc merci d'être avec nous. Vous avez tous suivi d'une façon ou d'une autre ce procès. François Bleuman-Roder, vous aviez déployé cette banderole avec différents soutiens de Claire Géronimi à l'entrée du tribunal. Vous avez bravé la pluie. Adèle Rosner, on l'a dit, vous avez couvert le procès pour la radio. Et Mathilda, évidemment, vous vous êtes engagée avec Némésis pour soutenir Claire Géronimi, ce que d'ailleurs n'ont pas fait les autres collectifs féministes. On peut peut-être commencer par là. Oui, c'est vrai que c'était étonnant parce qu'on s'attend, quand il y a un procès aussi médiatisé, à avoir quand même des soutiens, surtout de la part d'associations qui sont subventionnées par de l'argent public. Et en fait, alors au-delà de ne pas être là, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur les réseaux sociaux, certaines justement féministes de gauche ont parlé du fait que ce procès était instrumentalisé par l'extrême droite. Donc c'est quand même honteux quand il y a des victimes derrière de parler d'instrumentalisation. Et c'est vrai que là, l'agresseur ne correspond pas à leur agenda politique, c'est un homme sous OQTF. Et Claire a eu le courage de parler de ça. Et donc, ça ne leur a pas plu et on ne les a pas vus, pas entendus. Alors effectivement, on peut parler du profil à la fois donc, du violeur et de la victime. Donc mauvais violeur, mauvaise victime pour les féministes. On a un homme qui était sous OQTF, d'origine étrangère, qui apparaît comme presque un violeur en série finalement, puisque dans la même journée, il s'attaque à 2 jeunes femmes. Et en face, effectivement, on a une jeune femme d'origine française qui explique que en fait elle n'en peut plus parce qu'elle n'aurait pas dû être violée si l'État avait fait son travail. Ça ne plaît pas aux féministes de gauche, mais vous, c'est ce que vous mettez aussi en lumière, François Bleuman-Roder. Bien sûr. Alors nous, à l'Institut pour la justice, on va justement aller chercher ce genre d'affaires, de situations où clairement il y a un gros problème, un dysfonctionnement au niveau de la justice. Et là, c'est l'exemple, il était vraiment frappant avec Claire. Enfin, on a quand même Claire et Mathilde, on a quelqu'un qui avait eu plusieurs OQTF, qui avait déjà été condamné par le passé. Donc c'était quelqu'un de connu. Et là, il avait clairement rien à faire ce soir-là dans cette rue. Et on aurait pu s'en passer et on aurait pu éviter des victimes, clairement, quoi. Donc nous, notre travail, ça va être d'aller chercher, de faire en sorte aussi de médiatiser ce genre d'affaires, parce que clairement, s'il n'y a pas des associations comme l'Institut pour la justice, comme le collectif Némésis, pour parler des affaires, il n'y aurait pas de médiatisation et donc les Français ne seraient pas au courant de ce genre de situation. C'est ça. Alors, d'ailleurs, on salue Claire qui nous rejoindra d'avoir accepté de rendre son procès public parce que ça nous a donc permis de le suivre. Adèle Rosner, est-ce que vous pourriez nous parler du profil donc, de Jordi Goukhara qui a été condamné et qui est donc l'individu ayant violé Claire Géronimi? C'est vrai que tout au long du procès, on voyait vraiment à quel point il a un vrai manque d'humanité, d'empathie. C'est ce qui est ressorti de toute façon des comptes rendus de tous les psychologues, parce qu'il ne montre, en tout cas, il ne manifestait aucun regret. Il était vraiment indifférent même de la peine qu'il pouvait recevoir. Lorsque la Cour lui a ont annoncé à la fin vendredi qu'il allait recevoir 18 ans de prison, une interdiction définitive du territoire français, qu'il était inscrit au fichier des délinquants sexuels. Vraiment, il est resté de marbre. Il est resté autant de marbre que lorsqu'il expliquait ce qu'il avait fait subir à Claire Géronimi et à Mathilde. Donc c'est vraiment un profil vraiment des plus antipathiques Et on se demande ce que ce genre de personnes, en effet, font encore en France malgré les 3 OQTF qu'il avait. Alors vous le dites, effectivement, la peine n'a pas eu l'effet escompté. Il avait l'air assez imperturbable. Mathilda, vous, qu'est-ce que vous pourriez réclamer pour qu'aujourd'hui, en France, la justice soit réellement dissuasive pour ce genre d'individu qui semble complètement intouchable, donc même lorsqu'il est condamné, finalement, n'est pas troublé.
Oui, alors là, c'est un profil très particulier, effectivement. Mais en fait, ce genre d'homme n'aurait pas dû être sur le territoire. Premièrement, il avait 3 OQTF. Je veux dire, normalement, il aurait dû partir à la première OQTF. Et au-delà de ça, il n'aurait même pas dû être en liberté, puisqu'il était déjà, enfin, il a déjà été multicondamné. Il avait 11 mentions sur son casier judiciaire. Et sur ces 11 mentions, il y avait plusieurs agressions sexuelles, notamment des agressions faites sur mineurs, puisqu'il faut savoir qu'il avait agressé la jeune fille de la famille d'accueil dans laquelle il était, puis il avait agressé une surveillante pénitentiaire. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un profil extrêmement dangereux. Cet homme n'aurait jamais dû être en liberté et n'aurait jamais dû être sur le territoire français. Donc il y a quand même deux sujets. Il y a le fait d'expulser les gens, notamment les gens qui commettent des actes délictuels ou criminels sur le territoire. Et il y a aussi le fait d'une prison beaucoup plus généralisée, disons, en tout cas une justice beaucoup plus ferme lorsqu'il y a ce genre d'acte avant. Donc là, il y a deux dysfonctionnements vraiment de la justice. Et c'est vrai qu'il y a une vraie défaillance de l'État à ce niveau-là. Il y a quand même beaucoup de responsables, je trouve, du viol de Claire et Mathilde, et notamment nos gouvernements successifs qui n'ont pas fait appliquer les OQTF. Mm. François Blumenroder, quand vous entendez effectivement Mathilda nous dire que les différents gouvernements successifs qui n'ont pas appliqué les OQTF sont d'une certaine façon responsables de ce drame et donc de ce qui est arrivé à Claire et à l'autre jeune fille, on imagine que vous validez. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas des procédures qui pourraient exister justement pour rendre compte officiellement de la responsabilité de l'État dans ce cas d'affaires ? Alors, justement, c'est bien que vous en parlez, puisque l'Institut pour la justice a porté plainte contre l'État français pour inaction sécuritaire. Et dans l'argumentaire que nous avons déposé, il y a notamment la question de l'exécution des OQTF, plutôt de la non-exécution des milliers d'OQTF qui sont prononcés chaque année. Et alors là, je ne sais plus exactement où on en est dans la procédure, parce qu'elle a été longue, on a dû saisir plusieurs institutions différentes. Mais effectivement, oui, c'est aujourd'hui le manquement de l'État, si on devait faire un bilan sur les nombreux manquements de l'État en matière de sécurité, l'absence d'expulsion des OQTF est le premier point et la chose qui nous paraît la plus absurde actuellement. Et quand on parle des gouvernements, faut pas oublier que la question de l'exécution des OQTF, elle est aussi très géopolitique. Et finalement, il y a peu de... Enfin, on dit souvent que Macron ne s'intéresse qu'aux questions géopolitiques et aux relations internationales. Mais là, justement, il y a un vrai sujet sur l'exécution des OQTF, sur le fait d'aller mettre la pression sur les pays qui ne reprennent plus leurs ressortissants. Je rappelle que le premier pays qui reprend des ressortissants sous OQTF aujourd'hui, c'est la Géorgie. Donc c'est pas non plus un pays où il y a beaucoup de délinquance. Donc voilà, donc il y a un vrai sujet effectivement sur la responsabilité des gouvernants. Et moi, c'est ce que je dis souvent, mais est-ce qu'on imagine des gouvernants comme le général de Gaulle se laisser marcher dessus par un pays comme l'Algérie qui veut plus reprendre ses ressortissants. Donc franchement, il y a un vrai manque de courage et de volonté politique sur ce sujet-là. Nous sommes rejoints donc par Claire Géronimi. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Merci. Alors, je crois que vous enchaînez un peu les plateaux ce matin, donc doublement merci de nous rejoindre aussitôt. On parlait bien évidemment du procès qui a eu lieu et qui condamne votre agresseur, l'homme qui vous a violé. On a parlé du fait que c'était un OQTF, etc. Je ne vais pas faire Maléa Salamé, je ne vais pas vous demander comment vous allez. On imagine que vous êtes toujours en train de vous reconstruire, mais quand même soulagé d'avoir pu voir votre violeur condamné. Est-ce que vous êtes satisfaite de la peine qu'il a reçue, donc 18 ans de réclusion criminelle ? Forcément très satisfaite de la peine qu'il a pu recevoir. Normalement, le maximum qu'il pouvait encourir, c'était 20 ans. 20 ans parce que ça n'a pas été requalifié en tout cas en homicide volontaire. Donc c'était viol encouru, enfin avec viol avec une arme et aggravé parce que du coup nous étions deux au moment des faits, à 1 heure d'intervalle. Donc le tribunal, en tout cas la cour, avait décidé de mettre 18 ans pour pas que forcément qu'il fasse appel non plus. Et donc, en plus de ça, il y a eu une ITF, donc une interdiction du territoire français, ce qui est juste incroyable et qui en plus est normalement beaucoup plus fort que l'OQTF. Après, on verra bien ce qui adviendra, mais en tout cas, la peine prononcée est plus que convenable. On explique souvent que sur les 18 ans, en réalité, il fera beaucoup moins d'années en prison. Mathilda, ce qu'on comprend, c'est qu'a priori, même s'il sort plus tôt, dans tous les cas, il va être expulsé du territoire. Vous avez confiance en la justice française pour appliquer cette ITF ?
Écoutez, on verra. Je ne connais pas le taux d'application des ITF en France, mais c'est vrai que c'est quand même très important que ça ait été prononcé. Je pense que cet homme n'a plus rien à faire sur le territoire. On est tous unanimes pour dire ça. Donc j'espère honnêtement que dès qu'il sortira de prison, et j'espère que ce sera le plus tard possible, il rentrera dans son pays, il rentrera en Centrafrique tout simplement. Mm. Mm. Vous avez eu beaucoup de soutien, Claire, pendant ce procès, mais aussi, on en discutait avec Mathilda, un silence assourdissant de la part, donc déjà, je pense, d'une partie de la gauche politique, mais aussi des associations féministes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous a suivi du début à la fin de cette affaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez fini par vous résoudre à cette situation, ou est-ce qu'aujourd'hui encore, vous êtes assez effaré et en colère contre ces féministes ? Forcément très en colère. Depuis le début, je dénonce que mon agresseur était sous OQTF, qui est un qualificatif, comme des féministes peuvent dénoncer qu'un agresseur est un acteur ou tout simplement, je sais pas, un musicien. Forcément, ça dérange parce que il peut y avoir des débats à ce sujet-là, parce que l'État nous a pas protégés, parce que ça peut être, comme elles peuvent dire, raciste. Enfin bref, tout un tas de raisons que en tout cas, je ne comprends pas. Je sais que, en tout cas, la seule association qui m'a soutenue depuis le début, c'est Némésis, et j'en remercierai jamais assez, que ce soit Alice, Mathilda et toutes les autres. Il y a également l'Institut pour la justice, si je parle pas d'associations, en tout cas féministes, qui m'ont soutenue. Mais ce qui est assez étonnant, c'était la présidente de la Fondation des femmes qui nous a fait un joli petit post en sachant que Mathilde avait demandé, et même moi j'avais fait une lettre ouverte dans le Figaro pour demander que toutes les associations, en tout cas, étaient les bienvenues pour venir nous soutenir à ce procès, parce que c'est un combat qui était beaucoup plus large, en tout cas. Et du coup, Mathilde avait demandé à la Fondation des femmes un petit poste de soutien. Elles avaient même demandé de venir, en tout cas, au rassemblement qu'on avait pu organiser avec l'Institut pour la justice devant le mercredi matin. Et elles ont répondu texto à Mathilde: écoutez, vu qu'il y a déjà des associations d'extrême droite, nous ne viendrons pas. Cependant, on va faire un poste de soutien, mais on a remarqué qu'en plein milieu du procès, c'était pas forcément un poste de soutien, c'était plus un poste pour taper l'extrême droite, parce qu'apparemment l'extrême droite récupérait ce procès parce que l'agresseur était sous OQTF et qu'il y avait un sujet d'immigration, etc. En sachant que pour le coup, ça veut dire que si elle parle d'extrême droite, en sachant qu'aujourd'hui je suis à l'UDR, ça veut dire qu'elle tape également mon association Éclat de femmes, ce qui est assez désobligeant de taper du coup sur une victime en plein milieu d'un procès, et en plus de faire des amalgames politiques, etc. À mon sens, c'est pas du tout correct. Et ça a juste été terrible. Donc forcément, les associations féministes dites, on peut appeler ça de gauche pour le coup, me déçoivent totalement, bien sûr. Et je pense que c'est pas terminé. Vous avez parlé de ce lien avec l'immigration, parce qu'effectivement, on parle d'OQTF, on est face donc à un étranger qui n'aurait jamais dû être, et encore moins rester sur le territoire français. Mais donc plus largement, on est face à un fait de société avec ce phénomène migratoire qui en fait engendre ce genre de fait. Aujourd'hui, on a encore du mal à le reconnaître. François Blumenroder, vous travaillez aussi sur ce sujet. Bien sûr, nous on réalise beaucoup d'études justement sur les statistiques et sur la criminalité et la délinquance des gens qui sont étrangers en France. Alors on est un des pays aussi où les statistiques sont les moins précises, notamment celles du ministère de l'Intérieur, donc on n'a pas de statistiques par nationalité par exemple. Mais nous on a sorti une étude là, il y a une semaine ou deux, qu'on a envoyée à tous les députés et tous les sénateurs sur la criminalité des Afghans notamment, puisqu'il y a énormément d'immigration en provenance d'Afghanistan là, ces 2 dernières années. Il en ressort quand même des pratiques au sein de cette immigration afghane, et notamment dans certaines tribus, puisque c'est un pays où il y a encore un fonctionnement très, très clanique, avec beaucoup de tribus, notamment dans certaines tribus pashtunes, où il y a la pratique du badshabazi. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelque chose d'absolument horrible. C'est donc des hommes âgés qui font danser des jeunes hommes et qui ensuite les agressent sexuellement. Et ça, c'est apparemment très très répandu. Et ce sont donc une preuve que effectivement il y a une vraie différence entre les cultures qui sont dans tous les pays du monde et de gens qui ensuite viennent en France avec une culture complètement différente. Et il y a un vrai gap. Et moi j'ai en tête, je sais pas, cette image, si vous l'avez vu, cette vidéo de migrants qui débarquent sur une plage espagnole, une plage nudiste, où effectivement il y a des jeunes femmes qui sont nues et des migrants qui débarquent et qui ont l'impression de vivre, d'atterrir je ne sais où.
Et donc effectivement, il y a un vrai gap de culture, de civilisation presque. Et donc il ne faut pas s'étonner si nous on ne met pas des barrières, si on ne met pas des garde-fous, il ne faut pas s'étonner après que les conséquences ce soit des agressions sexuelles et des viols, quoi. Ouais. On nous explique souvent, Mathilda, que cette différence culturelle, elle est justement à prendre en compte dans ce genre d'affaires et dans ce genre de procès pour excuser l'agresseur, en nous expliquant que finalement il est juste mal adapté, que ce ne sont pas ses codes, et que donc le pauvre, il n'avait pas compris que ici c'était pas bien de violer une femme. Oui, exactement. C'est vrai que c'est une excuse qui est souvent retenue et qui fait parfois diminuer justement la peine qui est, non pas qui est encourue, mais qui est prononcée. C'est quand même très frustrant parce qu'il y a des victimes derrière, il y a des victimes tout le temps et en fait, elles n'ont pas à subir le poids d'un État qui est défaillant. Et en fait, c'est vrai que c'est très problématique parce que on fait venir des hommes de cultures qui sont très patriarcales, on le sait, de pays où parfois les femmes ne peuvent pas aller à l'école, ne peuvent pas travailler, sont voilées, où on marie de force des femmes. Et c'est vrai que de les accueillir en masse et de ne pas les intégrer culturellement, ça pose un véritable problème. Et les femmes en sont les premières victimes. Nous, c'est ce qu'on dit très souvent au collectif Némésis, même si, bien sûr, il y a aussi des hommes qui sont victimes de tout un tas d'agressions. Mais c'est vrai que les agressions sexuelles sont extrêmement courantes, malheureusement. Et en fait, les femmes n'ont pas à subir cela. Les femmes ne doivent pas être simplement des victimes collatérales d'un État qui abandonne culturellement ce combat-là. Claire Géronimi, vous étiez face du coup à un centrafricain. On imagine qu'il y avait une fois de plus donc cette différence culturelle. Vous l'avez prise de plein fouet et vous vous êtes donc retrouvée face à votre violeur qui, tout en expliquant pendant le procès, et ce que Adèle Rosner pourrait nous répéter, qu'en réalité, oui, il comprenait que ça n'était pas bien, mais il n'était même pas sûr de ne pas recommencer, et en même temps, il regrettait pas tellement parce que, en fait, c'est comme ça, et que quand il avait envie de quelque chose, il le prenait. Quel effet ça vous a fait ? C'est juste dramatique. Enfin, si on parle de ce profil d'agresseur, déjà, c'était un multirécidiviste parce qu'il avait déjà eu 11 condamnations. Il y avait eu des plaintes classées sans suite pour viol quand il était arrivé dans sa famille d'accueil. Les assistantes sociales avaient bien prévenu que c'était un profil qui était dangereux. Et en plus de ça, 10 mois avant, il était encore en prison pour vol et... en plus de ça, agression avec des couteaux, etc. Donc on voit que c'est vraiment le profil du personnage d'une personne qui est très dangereuse. Et pourquoi, en fait, tout simplement, ma réelle question, c'est pourquoi, en fait, on ne fait pas attention, pourquoi l'État, qui, en plus de ça, c'est quand même une personne qu'on a accueillie en France, ne fait pas attention justement à ce type d'agresseur et pourquoi, en fait, tout simplement, il était encore là. On le dit, il avait été placé en famille d'accueil. On a aussi souvent l'argument de ah oui, mais en fait, ils sont abandonnés, ces gens-là, par les pouvoirs publics. Les pauvres, ils se retrouvent dans la rue, sans repère. Souvent, ils arrivent jeunes. En réalité, on voit que dans la plupart des cas, ils sont pris en charge par la France, par l'argent des Français, placés dans des centres d'accueil, des familles. Et qu'en fait, ça ne leur donne aucune gratitude vis-à-vis de ce pays qui les a accueillis, François Blumenroder. Oui, absolument, mais je vais vous dire, au-delà de ça, ce qui est terrifiant, c'est qu'on leur donne effectivement énormément quand ils arrivent, parfois même plus que le français moyen. Ils ont accès aux soins, ils ont accès à plein de choses, et au final, effectivement, après, la conséquence de ça, c'est qu'ils violent nos filles, ils violent nos femmes. Enfin, on est quand même dans un schéma absolument hallucinant, quoi. Donc, moi, je pense qu'il faut que peut-être qu'on se pose des questions aussi sur justement, est-ce que la peine ne devrait pas être plus grande, justement, quand c'est une personne qui est en situation irrégulière. Est-ce qu'il ne faudrait pas adapter notre droit pénal vous savez, je prends un exemple un peu ancien, mais sous la Rome antique, quand vous étiez jugé en fonction de votre nationalité, de votre origine. Parce qu'effectivement, quand vous étiez un citoyen romain, on considérait que vous aviez un rapport à la peine et un rapport à la punition différent que quand vous étiez un barbare, donc d'un peuple issu de Germanie, entre guillemets, quoi. Donc effectivement, pourquoi pas réfléchir à ce genre de solution, mettre une peine supplémentaire quand vous êtes en situation irrégulière sur le territoire français. Ça peut être une solution pour empêcher et endiguer ces phénomènes-là, quoi. Adèle Rosner, comment l'avocat de Jordi Goukara a tenté de le défendre ? Parce que
on imagine bien avec ce genre de profil, on en discute depuis plus de 20 minutes, ça devait être assez compliqué comme tâche. Oui, ça semblait assez laborieux. En tout cas, c'est l'impression qu'on avait quand on était dans le tribunal. Et notamment, tout à l'heure, vous parliez de son interdiction de territoire français. Justement, son avocat disait que finalement, ce serait même mieux pour lui dans sa plaidoirie de défense donc de son client, il affirmait que ce serait mieux pour son client finalement qu'il retourne en Centrafrique et qu'il serait même mieux là-bas que rester en France. Donc il se prononçait vraiment favorablement à cette interdiction de toute façon de territoire français. Et puis il réexpliquait à quel point en fait il avait excusez-moi, il avait défendu son client presque contre lui-même parce qu'il était tellement je n'ai plus le terme, mais tellement insolent et voilà, même vis-à-vis de son propre avocat que finalement, à chaque fois qu'il parlait, il parlait contre lui. Vous nous aviez raconté précédemment ce moment magnifique, et je dis ça avec beaucoup d'ironie, où Jordi Cucara se met à montrer ses muscles en expliquant qu'en fait il est quelqu'un de merveilleux et que donc il aurait même pas besoin de violer pour pouvoir faire succomber les femmes. Ça, c'était au moment justement de la plaidoirie de votre avocat Claire. Et je pense que ce que disait votre avocat ne lui plaisait pas, parce qu'il était en train de lui dire qu'il était intelligent et que oui, il savait ce qu'il avait fait. Et là, à ce moment-là, il avait enlevé sa chemise, s'était retrouvé en t-shirt pour montrer ses muscles, pour montrer à quel point il était fort. Et ça a rappelé très bien ce qu'il disait avant, que quand il voulait quelque chose, ça lui était dû et que donc il allait l'obtenir. Un manque de conscience total. Mathilda, je vous vois acquiescer. Ah oui, non mais moi j'étais honnêtement de ce que j'ai vu du procès et entendu, parce que j'étais pas là les 3 jours, c'était hallucinant, véritablement. On était quand même face à quelqu'un qui exprimait très peu de remords, qui en plus était très désinvolte. Il osait dire des choses comme la France ne m'a laissé aucune chance. Alors que la France lui avait quand même laissé 11 chances de trop, vu les condamnations qu'il avait. Et je l'ai trouvé véritablement odieux. En vérité, il est quand même face à 2 victimes à qui il a détruit la vie ou une partie de la vie. Et il ne s'est pas excusé. Il était vraiment désinvolte, vraiment insolent. Il avait beaucoup de mal à exprimer du regret. On sentait que ça ne le touchait pas particulièrement, en fait, qu'il était là parce qu'il était obligé de se faire juger, qu'il était obligé d'être dans ce tribunal, et puis qu'il avait envie de prouver quelque chose aux gens, de prouver qu'il n'avait pas besoin de faire ça. Il a même dit qu'il risquait 20 ans, mais qu'il en prendrait que 7. Il était, je sais pas, vraiment pas dans la repentance. C'était presque déroutant, honnêtement, d'être face à quelqu'un comme ça, je trouve. On imagine que c'était difficile pour vous, Claire, de voir cet homme qui n'avait pas l'once d'un remords. François Blumenroder, tout à l'heure, parlait de la responsabilité de l'État dans cette affaire également. Il expliquait qu'avec l'Institut pour la justice, ils ont ouvert une procédure. Vous pouvez nous rappeler le nom, François Blumenroder Donc on attaque l'État pour inaction sécuritaire. Voilà, ça vous semble pertinent, Claire ? Totalement. Et puis, c'est ce que j'essaye de porter depuis mon engagement politique en tant que vice-présidente de l'UDR, le parti d'Éric Ciotti. Je travaille avec des députés, et dont une proposition de loi où on a travaillé dessus avec Christelle Dintorni, qui est également, elle aussi, vice-présidente et députée des Alpes-Maritimes, sur le fait qu'il faut condamner l'État. D'ailleurs, c'était aussi l'idée de base de l'Institut pour la justice. On avait commencé à travailler ensemble, donc je les remercie encore une fois. Et l'idée, en fait, c'était de vraiment condamner l'État lorsque une personne se fait agresser par un individu sous OQTF. Et on avait établi le préjudice à hauteur de 35 000 €, ce qui comprend les coûts juridiques et psychologiques pour pouvoir se reconstruire. Donc c'est dans notre agenda politique. C'est ce qu'on veut essayer de porter, et je trouve que c'est totalement normal. Enfin, moi, c'est juste, je trouve ça révoltant, et l'État, oui, doit être condamné pour ça. On va parler de ces différents engagements politiques, et puis notamment de la gauche, en tout cas une partie de la gauche qui continue de réclamer toujours plus d'immigration, avec tous les mots que ça comprend. Et donc voilà, quelle est la position qu'on doit avoir vis-à-vis de cette gauche. Merci à tous d'être avec nous ce matin. Il est 7h50, je tends la petite musique de Franck.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Liselotte Dutreuil. Voilà, il est quasiment 7h50. Nous sommes dans notre émission spéciale pour faire le bilan de ce procès contre Jordi Boukhara qui donc, entre autres choses, a violé Claire Géronimi qui est avec nous. Nous sommes également avec François Blumenroder, responsable de la communication de l'Institut pour la justice, Mathilda, porte-parole de Némésis, et Adèle Rosner, notre journaliste qui était sur place pour couvrir le procès. On continue encore un quart d'heure cette discussion. Ligne droite, émission spéciale. Sur cette position des politiques aujourd'hui, Mathilda, comment est-ce que vous pouvez porter votre combat féministe qui donc comprend la question de l'immigration, puisque vous faites le lien entre toutes ces affaires qui ne seraient pas arrivées si jamais la France ne subissait pas de plein fouet cette vague migratoire, et donc en face une gauche qui reste complètement hermétique à ce genre d'affaires, à ce genre d'arguments, et même insensible en fait. Oui, en fait, c'est simple, c'est leur seul argument est de nous traiter de racistes. Simplement, faire le lien entre immigration et insécurité, c'est quand même quelque chose d'assez évident aujourd'hui. On a quand même des chiffres, notamment le ministère de l'Intérieur fait des chiffres sur par exemple, la délinquance dans les transports en commun. Et on peut y voir que sur les agressions sexuelles dans les transports en commun en Île-de-France pour l'année 2024, 62% des mises en cause sont des étrangers. Donc, refuser de faire ce lien, c'est refuser d'écrire certaines victimes, voilà, elle cache le problème, en fait, tout simplement. Et l'argument derrière, il n'y en a aucun, si ce n'est de dire que dire ça est raciste. En vérité, ça n'est absolument pas raciste. Simplement, c'est protéger les femmes françaises d'une certaine délinquance sexuelle qui arrive de plein fouet sur notre territoire. Et c'est vrai que c'est très difficile. Moi, quand j'étais jeune et que je regardais les collectifs féministes qui existaient à l'époque, Caroline Dehaze me disait d'élargir les trottoirs pour lutter contre les agressions sexuelles dans la rue. Enfin, je veux dire, on est quand même face à des gens qui sont complètement déconnectés de ce que vivent aujourd'hui les Français. Et c'est vrai que c'est difficile de leur faire accepter, de leur faire comprendre et de leur faire admettre ça. Claire Géronimi, vous avez participé à différentes manifestations pour d'autres femmes qui ont été victimes de cette immigration. Et donc notamment, il me semble que c'était au moment de la mort de Philippine, vous aviez pris la parole en disant que voilà, vous aviez la chance entre guillemets, d'être encore en vie, mais qu'en réalité, vous auriez pu finir comme Philippine, et que donc vous étiez vraiment désolé de contempler, donc, une fois de plus, l'inaction de cet État qui, bien qu'ayant chaque année des affaires toutes plus sordides les unes que les autres, n'évolue pas vers le bon sens. C'est une très bonne question, et c'est assez drôle parce que Pauline de Malherbe, juste avant, m'a posé cette question. Elle m'a demandé si... Depuis 2 ans, est-ce qu'il y avait quelque chose qui avait changé ? Et il y a 1 an, lorsque Philippine est décédée, je disais déjà que non. Et en fait, j'ai bien peur que rien n'a encore changé. Tant que le gouvernement, en tout cas, ne changera pas, tant qu'il n'y aura pas des réelles mesures, je pense que c'est un peu peine perdue. Et c'est pour ça que vous êtes engagé en politique, en partie, on l'imagine, on pourra revenir là-dessus. François Blumenroder, donc sur cette évolution de la politique, il y a aussi un travail à faire du côté de la justice, puisqu'on voit que dans beaucoup de cas, donc ça a été le cas de Jordi Boukhara qui a eu 11 condamnations, mais donc dans énormément de cas, on se retrouve face à des individus qui agressent, qui violent, qui tuent, qui en réalité auraient pu déjà être sous les barreaux si jamais la justice avait peut-être été, si ce n'est plus dure, peut-être juste plus honnête et plus droite dans l'application des peines qui auraient dû être faites. Absolument, mais d'ailleurs, en la France, on a la particularité d'être un des seuls pays où on n'a pas de minimum de peine. Donc on a des maximums... Pardon. On a des maximums pour toutes les peines, mais on n'a pas de minimum. Et c'est d'autant plus tragique que c'est nous qui avons créé ce principe de fourchette de peine, d'avoir des minimums et des maximums. Donc voilà, donc déjà moi je pense que la première chose à faire, ce serait de mettre des minimums de peine. Bon bah voilà, pour un viol, aujourd'hui un juge, pour un viol, il peut mettre entre guillemets ce qu'il veut comme peine. Donc pour un viol, il faudrait mettre au minimum 10 ans de prison. Voilà, ça pour moi c'est le genre de choses qu'il faudrait mettre en place. Après sur nous on a quand même une difficulté sur les changements de loi. Je rappelle qu'il y a eu une loi philippine qui a été déposée par des députés LR, si je me rappelle bien, et je me demande si c'était pas Olivier Marleix, loi philippine qui a été censurée par le Conseil constitutionnel. Et cette loi c'était pas le retour du fascisme, hein, c'était simplement de pouvoir mettre dans des centres de rétention administrative les gens sous OQTF un petit peu plus longtemps. Je me demande si c'était pas 30 jours de plus. Peut-être... C'était 120 jours. Voilà, c'était 120 jours, ouais.
C'est ça. Donc, et cette loi a été censurée par le Conseil constitutionnel. Donc, il va y avoir du travail et on a beaucoup d'institutions qui vont nous mettre des bâtons dans les roues. Et donc, ça va être un grand sujet. Mais il y a aussi un sujet, clairement, sur le prononcé des peines et sur une certaine idéologie au sein de la justice. Aujourd'hui, je rappelle quand même, 33% des juges qui votent aux élections syndicales pour le syndicat de la magistrature, syndicat d'extrême gauche, qui est pour abolir la prison. Donc, quand aujourd'hui, si demain vous êtes amené à avoir un problème avec la justice, que vous êtes jugé, vous avez une chance sur 3 de tomber face à un juge d'extrême gauche. Donc voilà, ça pose quand même des questions. Et puis il y a un autre sujet aussi, un laxisme déjà dans le prononcé de la peine et un laxisme dans l'exécution de la peine. Je rappelle que quelqu'un qui est condamné, un détenu qui est condamné, qui fait de la prison, chaque année il a le droit d'économie, chaque année passée en prison, il peut récupérer jusqu'à 6 mois de réduction de peine pour une année passée en prison. Donc c'est-à-dire que concrètement, si vous êtes condamné effectivement à 18 ans de prison, potentiellement au bout de 9 ans, si vous êtes tenu vraiment à carreau, vous pouvez être relâché. Donc il y a un vrai sujet aussi sur l'exécution des peines, sur le fait que 1 an avant la fin de sa peine, on peut demander à être relâché sous bracelet électronique. Il y a tout un tas de procédés, de systèmes qui permettent de réduire sa peine une fois qu'on est condamné. Donc voilà, un vrai sujet sur ce laxisme de la justice, à la fois dans le prononcé et à la fois dans l'exécution. L'État français est censé donc protéger les citoyens. Aujourd'hui, il a cette charge-là. Dans certains pays, et donc on pourrait penser que c'est tabou, mais en réalité, ça ne l'est pas tant que ça. Dans certains pays, existe encore la peine de mort, des pays tout à fait civilisés d'ailleurs. Il y a plus de 50% des Français qui y sont favorables. Mathilda, est-ce que c'est le genre de mesure que vous pourriez réclamer pour les individus qui se révèlent réellement dangereux, donc pour les femmes françaises et puis plus largement pour les Français, pardon. C'est un sujet qui est délicat et qui est compliqué parce que la peine de mort, c'est quand même pas rien. Nous, on ne milite pas en faveur de la peine de mort au sein du collectif. Simplement, c'est vrai que quand on voit ce genre d'individu, humainement, on a quand même beaucoup de mal à se dire qu'il peut être réinséré dans la société. On ne le souhaite pas d'ailleurs. Voilà. Mais je veux dire, c'est vrai qu'il y a des cas où on se dit que les personnes qui sont incriminées sont irrattrapables. Impossible de les réinsérer dans la société. Par contre, pour le cas des violeurs, on peut aussi penser à la castration chimique, qui est une solution qui est déjà en place dans certains pays. C'est vrai qu'en fait, il faut quand même mettre ces gens à un moment donné hors d'état de nuire. On ne peut pas les laisser dans la nature parce que là, on pense à Jordi, par exemple, qui ressortira, sans doute pas dans 18 ans, mais je l'espère le plus tard possible. Que fera cet individu lorsqu'il ressortira de prison si jamais il n'est pas expulsé du territoire ? Très certainement qu'il recommencera. D'ailleurs, lui-même l'a avoué qu'il n'était pas sûr de ne pas recommencer. Donc, en fait, on libère des gens qui restent sur le territoire, qui continuent à commettre toute leur vie des actes de délinquance, voire des crimes. Et c'est vrai que c'est un véritable souci. Il faut absolument arrêter ça. Même question sur la peine de mort, François Blumenroder. Alors, nous, c'est vrai qu'au sein de l'Institut pour la justice, on a souvent la même réaction, c'est-à-dire que quand on voit un crime absolument horrible, on a envie de se dire, mais ce mec-là, il faut absolument le désactiver de la société pour qu'il ne soit plus un danger. Comme plus de 50% des Français. Oui, absolument, absolument. Moi, je pense que déjà, si on commençait à mettre des peines de prison qui soient fermes, on dit souvent d'ailleurs que la prison à vie est une peine beaucoup plus sévère que la peine de mort. Parce que la prison à vie, en fait, il y a plus d'espoir, quoi. Une fois qu'on est condamné à la prison à vie, ce qui n'existe pas en France. La prison à vie, il y a, je dirais que ces 50 dernières années, il y a moins de 10 personnes qui ont été condamnées à la prison à vie. Donc peut-être, nous, on milite d'abord pour des peines fermes, des peines qui, à la hauteur des crimes qui sont commis. Et peut-être qu'après, à titre personnel, pourquoi pas dans des cas très très particuliers, mais en tout cas c'est pas un débat qu'aujourd'hui on porte au sein de l'Institut pour la justice. Il y a un tabou à briser et donc Claire, c'est ce que vous avez fait en acceptant de médiatiser votre affaire. Et d'ailleurs, on vous remercie et puis on vous félicite pour ça parce que ça a dû demander du courage aussi d'accepter de s'exposer soi-même tout en exposant votre violeur. En réalité, vous vous êtes dit, voilà, aujourd'hui, je réalise qu'en étant victime, j'ai du mal à porter ma voix alors que ça devrait être évident. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes contente justement du voile que ça a pu lever dans les médias après votre procès ? Je vois qu'il y a
excusez-moi, je vois qu'il y a quand même une ouverture d'esprit. Déjà, je pense de la part de nos citoyens, on le voit de toute façon dans la tendance des votes qu'il peut y avoir d'un point de vue législatif, d'un point de vue européen. On voit en fait, même sur les sondages, que les gens se sentent et il y a une réelle insécurité qui pèse sur eux et on le voit. Je pense que vraiment ce procès a ouvert un autre champ des possibles. On le voit, enfin, j'ai quand même eu un article du Monde qui ne m'a pas dézingué, donc c'est quand même assez dingue. J'ai eu une interview aussi dans Le Point. Enfin, je pense vraiment que, en tout cas, les esprits sont en train de s'ouvrir et de toute façon, je leur ouvrirai toujours ma porte parce que même s'ils ne sont pas été là au début, ok, je leur ferai quand même un petit rappel à l'ordre parce que c'est pas top, mais dans tous les cas, moi, vraiment, mon but principal, c'est de pouvoir prévenir le plus de personnes de cette insécurité et de montrer vraiment que on doit se protéger en tout cas aujourd'hui concernant en tout cas les agressions de rue, ça c'est sûr et certain. Quand vous vous engagez en politique, donc vous l'avez dit maintenant, vous êtes vice-présidente de l'UDR, c'est qu'on imagine que vous avez quand même espoir que les choses changent, même si pour le moment, ça n'est pas allé dans le sens que vous souhaitiez. Vous maintenant, vous œuvrez pour cela. Vous avez espoir pour la suite? Totalement, je pense que plus on est à s'engager, et d'ailleurs j'incite justement les jeunes femmes ou également des jeunes hommes ou tout âge dans tous les cas à s'engager pour notre pays. Moi c'est le plus important, c'est pouvoir sauver notre pays, que demain tout simplement si j'ai des enfants, si j'ai une fille qui puisse se sortir tranquillement, que je n'ai pas à m'inquiéter, que je n'ai pas à mettre des AirTags dans les chaussures, dans les chouchous. Et j'ai espoir et on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, vraiment, ouais. Il y a un changement de l'opinion publique et Mathilda, je pense que d'ailleurs l'évolution de l'association Némésis en est une belle preuve. Vous recrutez toujours plus d'adhérentes. Oui, tout à fait. Là, on est maintenant à 450 militantes. Vous aviez commencé à combien? Oh bah 5. Voilà. Voilà. Et puis, pour revenir sur l'affaire de Claire, c'est vrai que premièrement, c'est très courageux, évidemment, de votre part, Claire. Mais au-delà de ça, ce qui différencie vraiment votre affaire des autres, c'est que, en fait, la plupart du temps, malheureusement, on a des victimes qui sont décédées et qui ne peuvent pas s'exprimer. Et donc, on a la gauche et surtout les médias de gauche qui nous disent: Ouh là là, vous faites de la récupération, vous parlez à la place de la famille, vous ne pouvez pas vous prononcer, les parents ne sont pas d'accord, etc. Vous ne pouvez pas récupérer les images. Enfin, nous, voilà, c'est ce genre de procès qu'on a eu. Et là, en fait, ils ont en face d'eux quelqu'un qui s'exprime, en fait, qui porte des idées, qui dit voilà, moi, je ne suis pas d'accord, le profil de mon agresseur est comme ça. Et donc, là, ça les met quand même face à quelque chose qui les gêne terriblement et qui casse forcément tout le discours qu'ils ont sur la récupération politique. Donc, voilà, je trouve ça, encore une fois, très courageux et très bien. Et au-delà de ça, oui, les mentalités changent. C'est vrai qu'on a quand même de plus en plus de femmes qui subissent le réel de plein fouet, malheureusement. Moi, je dis toujours, on aimerait beaucoup ne pas exister, ne pas avoir à exister en vérité. Et le jour où on pourra ne plus exister et qu'on aura réglé ce problème d'insécurité, on sera ravis de disparaître et de faire autre chose de nos vies plutôt que de militer. Mais voilà, pour l'instant, il y a un combat encore une fois. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes femmes aussi qui, quand elles quittent le domicile de leurs parents, par exemple, vont habiter dans des grandes villes, subissent cette insécurité de plein fouet et se rendent compte qu'effectivement, il y a un véritable problème et qui nous rejoignent. Donc voilà. On voit que l'État tente souvent de contrôler la communication autour de ce genre d'affaires. Et donc d'ailleurs, dans le cas de familles qui se retrouvent réellement endeuillées, on sait qu'il y a des responsables politiques parfois qui appellent les parents en leur disant voilà, ne succombez pas à la haine, il ne faut pas tomber dans certains discours, ne servez pas la soupe à l'extrême droite. Donc aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est en train de changer. On voit aussi la façon dont, par exemple, la maire de Philippines appelle à une action de l'État et explique qu'en fait, elle n'arrive pas à pardonner, en fait, ça ne passe pas, et elle considère qu'il y a encore beaucoup trop de choses qui ne vont pas, qui n'ont pas été réglées. Donc sur cette question du contrôle de la communication, François Blumenroder. Oui, pardon. On se souvient très bien de Brigitte Macron qui avait appelé la mère de Lola notamment, ouais. Parce que en fait à l'époque le témoignage était, le témoignage d'une mère de famille, vu en plus de la situation, aurait été extrêmement puissant. Et il se trouve que j'ai organisé avec l'Institut pour la justice la manifestation, le rassemblement pour Lola qui a eu en réaction à cet assassinat. Et si
par hasard, la maire avait appelé à rejoindre les gens à rejoindre ce rassemblement, il y aurait eu des milliers et des milliers de personnes, parce que c'est un témoignage extrêmement puissant. Et oui, effectivement, moi je suis persuadé qu'il y a au sein, je ne sais pas si c'est dans des ministères ou dans des cabinets, mais une cellule qui se charge de contacter les familles de victimes pour leur dire attention, surtout ne parlez pas. Et il y a même aussi de la part des avocats. Les avocats vont dire aux victimes attention, si vous commencez à témoigner dans la presse, ça risque d'avoir un impact sur le procès. Peut-être que les juges vont pas apprécier et donc vont condamner les agresseurs ou les tueurs à des peines beaucoup plus faibles que ce qu'ils auraient pu faire. Parce que vous êtes allé parler dans la presse, parce qu'entre guillemets, vous êtes allé récupérer l'affaire. Et donc, effectivement, cette pression-là, elle fait extrêmement peur aux victimes. Et on a peu de victimes et de familles de victimes qui osent prendre la parole. Donc, c'est d'autant plus important que Claire soit là pour parler, parce que c'est une des rares personnes aujourd'hui qui a osé prendre la parole et a osé surtout mettre des mots sur tout ce qui se passe et sur les faits, quoi. Oui, et effectivement, souvent, c'est pas par manque de constat de la part de ces familles de victimes, c'est vraiment par peur. Et comme vous le disiez, il y a des outils de pression qui sont quand même assez honteux avec... voilà, peut-être que la peine du tueur, du violeur de votre fille, sera moindre si jamais vous prenez la parole, ce qui est assez aberrant et ce qui, une fois de plus, interroge aussi sur la position des juges. Claire, vous, est-ce que vous avez dû faire face à ce genre de discours ? Est-ce que vous avez l'impression qu'à un moment donné, on a tenté justement de canaliser votre parole ? Bien sûr, on essaye toujours de me le faire. Et alors, mon avocat, pour le coup, non. Mais je sais que même pendant ce procès, on nous a dissuadés de faire un événement devant, de prendre la parole. Je ne citerai pas de nom parce que je ne veux pas que ça me retombe dessus non plus. En tout cas, pas aujourd'hui, peut-être j'en parlerai plus tard. Mais en tout cas, il y a eu des petites magouilles qui ont fait que on a voulu demander le huis clos, pour pas justement que cette audience soit publique, parce qu'ils ont eu peur que ça déborde justement, parce qu'il y avait l'Institut pour la justice, parce qu'il y avait Némésis, parce qu'il y avait éclat de femmes pendant ce procès, et ils ne savaient pas comment ça allait tourner. Mais en fait, on sait bien se tenir. À un moment donné, on est au moment d'un procès. Si on demande qu'on se tienne bien, on est dans un tribunal. On n'est pas des animaux comparés à d'autres associations qui peuvent être un petit peu borderline, quoi. Adèle Rosner, vous, pendant ce procès, vous avez ressenti, on imagine, tout ce soutien qui s'est mobilisé autour de Claire et qui, du coup, même allait au-delà, parce que Claire, vous êtes devenue aussi la figure de beaucoup de victimes qui, elles, ne peuvent pas ou ont choisi de ne pas prendre la parole. Donc, peut-être, Adèle, quelques mots sur cette ambiance que vous avez sentie pendant le procès. C'est vrai que je suis arrivée en retard le deuxième jour et je voyais il y avait du monde en bas qui attendait donc dans l'entrée du palais de justice et qui ne pouvait pas monter jusqu'à la salle d'audience parce que la salle d'audience était trop petite pour le nombre de personnes en tout cas qui voulaient aller justement soutenir Claire et Mathilde au cours de ce procès. Donc c'est vrai que non, il n'y avait aucun problème de risque de débordement, enfin pas de débordement, mais comme vous le disiez, peut-être d'incivilité ou quoi de la part, en tout cas des personnes qui venaient vous soutenir. C'était vraiment, même ensuite au sein de la salle d'audience, finalement la seule personne qui posait problème par son manque de civilité, c'était le prévenu lui-même, Jordi Goukhara, qui s'est fait reprendre donc à plusieurs reprises par le président de la Cour pour son manque de tenue au cours du procès. Pas du tout, aucun problème évidemment de la part des gens qui étaient là, et oui, on sentait un véritable soutien, je pense, de la part du public de ce procès. Maintenant le procès est terminé, mais il reste quelques jours, je crois, pour Jordi Goukhara et son avocat s'ils veulent faire appel. Mais a priori, c'est pas quelque chose qui se dessine, on verra bien. Si jamais, donc c'est vraiment la fin de cette aventure. Claire, vous, comment est-ce que vous envisagez le combat par la suite ? Parce qu'on imagine que donc, même si vous êtes soulagée, on voit à travers votre engagement politique et donc Éclat de femmes que vous avez quand même la volonté de continuer à porter cette voix. C'est pas vraiment la fin de l'histoire. Non, c'est pas totalement la fin. Juste, petite parenthèse, je tiens quand même à remercier toutes les personnes qui vous écoutent, qui me soutiennent depuis le début, les personnes qui ont été là pendant ce procès, qui m'ont envoyé des messages de soutien. Enfin, malheureusement, j'ai du mal à pouvoir répondre à tout le monde maintenant, mais je vais essayer de le faire au maximum. Concernant en tout cas mon avenir, je compte continuer à développer
l'association Éclat de Femmes. Aujourd'hui, on a aidé plus d'une centaine de victimes. Et nous, on aide aussi toutes les victimes, comme peut le souligner la Fondation des femmes. Pour le coup, nous, peu importe que ça soit une victime qui était agressée par un OQTF ou par son conjoint, on s'en fiche. Donc, nous, on les accompagne du dépôt de plainte jusqu'au procès. On a une équipe juridique et psychologique qui les soutiennent. Et c'est le plus important, en tout cas pour moi, développer cet aspect en tout cas, de l'association et également, par la suite, développer mon engagement politique, que ce soit proposer des lois pour aider encore plus ces victimes et aussi, pourquoi pas, élargir un petit peu mes actions de mon champ politique au-delà de ce que je peux déjà mener. Bon, les Français se plaignent souvent d'avoir des politiques assez déconnectées de la réalité des Français. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez goûté à ce qu'est la vie aujourd'hui de beaucoup de Français qui se retrouvent victimes de cette immigration. Donc on imagine qu'effectivement, votre travail n'en sera que plus pertinent et engagé. François Blumenroder, vous, quelle est la suite? Donc, pour le coup, il va y avoir de nouvelles étapes puisqu'il y a cette... vous attaquez l'État pour inaction sécuritaire. C'est ça. Alors, bon, pour être honnête, le processus a été assez long et donc là, on est un peu sur la fin. J'ai pas les détails, on attend encore des réponses de notre avocat sur ce sujet-là. Mais en tout cas, nous, ce qui est certain, c'est qu'on continue le combat en produisant surtout du fond, puisque comme je l'ai dit, parfois les statistiques des ministères de l'Intérieur, des ministères de la Justice sont pas pertinentes, sont pas des statistiques de fond. Donc nous, on le fait, ce travail de fond. On va demander des dossiers, des documents qui sont pas publiés, qui sont pas publics. Voilà. Donc, et on a aussi je peux vous l'annoncer, c'est pas une exclusivité lignée droite, mais presque. On prépare là pour la fin de l'année un gros documentaire sur la question de la politisation de la justice. Donc voilà, ça va arriver et on compte bien faire beaucoup de bruit là-dessus parce qu'on va retracer un petit peu toute l'histoire de la politisation de la justice avec des choses qui n'ont pas encore été dites et qui est bon de mettre sur la scène publique, quoi. Voilà un petit peu pour ce qu'on va faire avec l'IPJ dans les prochains temps. Alors justement, d'ailleurs, sur cette question des données à rendre publiques, est-ce que vous, la médiatisation et même en fait la mise en place de statistiques ethniques, c'est quelque chose qui vous paraît pertinent et que vous réclamez? Alors, statistiques ethniques, je sais pas pour le moment. Nous, déjà, ce qu'on aimerait bien, c'est des statistiques par nationalité, précisément. Parce qu'aujourd'hui, on sait pas. On a des statistiques sur certains types de crimes et de délits par continent, il me semble. Donc, on sait combien il y a de pourcentage d'Africains dans je sais pas quoi. Mais c'est pas du tout fin comme analyse. Nous, on aimerait une vraie. Tous les pays européens le font, hein, des statistiques par nationalité, savoir combien il y a d'Algériens dans les viols, dans les vols avec violence, etc. etc. Après, voilà, oui, c'est sûr que la statistique ethnique, ça pourrait être intéressant, notamment parce qu'aujourd'hui, les chiffres qui sont publiés, c'est toujours sur les étrangers, donc les gens qui n'ont pas la nationalité française, donc qui représentent 8% des gens qui sont actuellement sur le territoire français. Et donc, les statistiques ethniques, ça nous donnerait des informations sur également les descendants d'immigrés ou les personnes qui ont acquis la nationalité française. Mais je pense que les statistiques par nationalité et sur les étrangers sont déjà assez flagrantes pour identifier le problème. Et donc, voilà, concentrons-nous d'abord sur les nationalités. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on parle de médiatisation, mais les statistiques 2024 sur les étrangers, la représentation des étrangers dans les transports en commun n'avaient pas été publiées par le ministère de l'Intérieur. Et grâce à la médiatisation, notamment du collectif Némésis, de l'Institut pour la Justice, de plein d'autres influenceurs, notamment sur les réseaux sociaux, le ministère de l'Intérieur les a publiées avec un petit peu de retard. Ils ont pas dit que c'était un oubli, mais ils l'ont fait comprendre, quoi. Bon, ben, écoutez, mieux vaut tard que jamais, voilà. Et c'est déjà ça. Mathilda, même question pour le collectif Mésis. On essaie de terminer toujours par des notes positives et des terrains d'action pour les auditeurs. De bon matin, ça permet de moins déprimer. Quels sont vos axes de travail avec le collectif Némésis maintenant que ce procès est passé? Nous, on milite en l'occurrence pour l'instauration de statistiques ethniques, étant donné que la nationalité française est assez facile aujourd'hui à obtenir. Je pense, ça cache quand même une partie du problème. Donc nous, on milite en faveur de ça, et puis évidemment, on continuera toujours de défendre
toutes les victimes, hein, c'est pareil, hein, en fait, on ne se concentre pas non plus uniquement sur les agressions qui sont faites par des étrangers, bien sûr. On défend toutes les victimes, on parle absolument de tous les cas. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'être des lanceuses d'alerte, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup d'affaires qui sont cachées par les médias, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et donc il faut parfois aller fouiller dans les petits médias régionaux pour trouver des affaires dont on ne parlerait pas. On essaye de mettre en lumière ces affaires-là, d'aider ces victimes-là, pardon. Et donc, c'est ce qu'on continuera de faire et on espère pouvoir en aider le plus possible et voilà. Écoutez, on va finir sur ces mots et même en vous remerciant à nouveau, Claire Géronimi, d'avoir porté ce combat, d'avoir rendu votre affaire médiatique. Encore une fois, bravo pour le courage que ça a dû vous demander. On a été ravis de suivre ça d'ailleurs au fur et à mesure. Merci Adèle d'avoir suivi le procès sur place au tribunal. Merci Alexandre de Galzin aussi qui s'y est rendu. Et puis donc, on vous souhaite bon courage pour la suite. Merci. Une nouvelle page qui se tourne, mais un combat qui continue. Mathilda, merci aussi pour votre engagement. François Bloemenroder, vous nous donnerez des nouvelles donc de cette attaque pour inaction sécuritaire sur l'État français. Et puis donc à tous, à très bientôt.